Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Démission d'un cardinal pour conduite inappropriée, existence supposée d'un lobby gay parmi les plus hauts dignitaires de l'Église, sombres histoires d'argent noir et de rivalité révélées par le scandale Vatilix. Le nouveau pape va avoir fort à faire s'il veut que le Vatican recouvre une certaine sérénité. Car il faudrait aussi ajouter une curieuse affaire, la disparition, toujours inexpliquée, d'une jeune fille, Emanuela Orlandi, la fille d'un fonctionnaire de la Cité du Vatican. Oui, vraiment une curieuse affaire, où l'on retrouve d'éminents prélats, des maîtres chanteurs en soutane, Ali Aksa, le Turc qui a tiré sur Jean-Paul II, et, inévitablement, comme on est en Italie, des mafieux. Un authentique feuilleton qui ressurgit régulièrement dans la presse à l'occasion d'un rebondissement ou d'un nouveau témoignage et tient donc en haleine les Romains depuis 30 ans. Monsieur X ouvre donc cet étrange et sulfureux dossier qui empoisonne le Vatican depuis si longtemps. La jeune Emanuela Orlandi a disparu en juin 1982. Nous verrons dans quelles circonstances. Eh bien, pas plus tard que l'an dernier, au mois de mai, on assiste à un nouveau rebondissement. L'exorciste en chef du Vatican, nommé par Jean-Paul II en 1986, le père Gabriele Amorth, livre des confidences aux journalistes de la Stampa. Ouais, et que dit-il Il affirme que la jeune fille a été la victime et la proie d'un cercle de prédateurs sexuels qui sévit au sein du Vatican. Il donne même un nom, celui de Monseigneur Simeone Duca, l'ancien archiviste du Saint-Siège, aujourd'hui décédé. Ce prélat aurait organisé des fêtes orgiaques à Rome et même au Vatican. Mais ces déclarations-là sont-elles prises au sérieux? Pas trop, non, parce que Gabriele Amorth est coutumier de ce genre d'affirmations tonitruantes sur l'existence de cercles satanistes. N'empêche que cet ecclésiastique occupe quand même une fonction officielle au Vatican. Et puis, il faut observer que parallèlement, toujours en mai 2012, un personnage important, le recteur de la basilique Saint-Apollinaire, a été mis en examen pour complicité dans l'enlèvement d'Emanuela. Ça, nous en reparlerons. Alors, les faits, maintenant. D'abord, qui est Emanuela Orlandi? C'est une jolie jeune fille de 15 ans, une citoyenne du Vatican, qui est, je vous le rappelle, un État à part entière. La famille d'Emanuela est au service des papes depuis près d'un siècle. Le grand-père a été écuyer de Pie XI avant d'être nommé commis et préposé au courrier du souverain pontife. Le père, Ercole, a quasiment hérité de cette charge puisqu'il est chargé de la distribution du courrier au Vatican, y compris le courrier diplomatique. Alors, une fonction qui n'est donc modeste qu'en apparence. En effet. Ercole a 5 enfants et la famille réside dans l'enceinte de la Cité du Vatican, dans un immeuble de 4 étages, donnant sur la petite place de Sant'Egidio, un bâtiment qui abrite aussi l'aumônerie apostolique. Alors, Emanuela, elle est bien sûr encore lycéenne. Il faut remarquer qu'en 1983, ses résultats sont très moyens, alors que l'année précédente, elle avait obtenu d'excellentes notes. Une adolescence un peu difficile? C'est possible, oui, parce que c'est surtout son comportement en classe qui est mis en cause. Alors, venons-en maintenant à cette journée du 22 juin 1983. Un peu après 16 heures, Emanuela franchit la porte Sainte-Anne et quitte le Vatican pour se rendre à son cours de musique. Et où prend-elle ce cours, là? À l'école Tommaso Ludovico da Vittoria, qui dépend de l'Institut pontifical de musique sacrée, non loin de l'église Saint-Apollinaire. Oui, cette église dont le recteur, m'avez-vous dit, a été mis en examen. C'est ça. Et ce n'est peut-être pas seulement une coïncidence, mais enfin, passons. Et comment est-elle allée à son cours, alors? On ne sait pas si elle a parcouru ces 2 kilomètres à pied ou si elle a pris un autobus, mais il est plus vraisemblable qu'elle ait marché, car 2 policiers en faction devant le Sénat l'ont remarqué. Elle arrivait alors de la place Cinque Lune, la place des 5 lunes, et elle se dirigeait alors vers le Corso Rinascimento, ce qui veut dire qu'elle a dépassé son école de musique. Elle n'est pas allée à son cours? Si, ensuite. Mais auparavant, selon le policier Bruno Bosco, il l'aurait vue s'entretenir avec un homme d'une 30aine d'années, mince et élégant, à côté d'une BMW verte.
Il était alors quelle heure, là? Aux alentours de 17 heures. Toutefois, plus tard, ce policier parlera de 19 heures avant de revenir à sa première déclaration. Ouais, bon, alors 17 heures, donc. Mhm. Et ensuite, alors? Elle assiste à son cours de musique, mais elle sort un peu en avance. À peine sortie, elle téléphone chez elle depuis une cabine. Elle sait que ses parents sont sortis dîner chez des amis, mais sa sœur aînée, Federica, se trouve dans l'appartement familial. C'est donc elle qui répond. Oui, Emanuela lui dit qu'un inconnu lui a fait une proposition de travail. Un petit job, très bien payé pour seulement 2 ou 3 heures. Et de quel genre, ce travail? Oh, il s'agirait de distribuer des produits de beauté durant un défilé des sœurs Fontana, à la salle Borromini du cours Vittorio Emanuele. C'est une manifestation de haute couture. Et réaction, alors, de la grande sœur, la Federica? Ah bah, elle est loin d'être aussi enthousiaste que sa sœur. Et elle lui conseille de se méfier et de ne pas tarder à rentrer. Et de refuser, par conséquent, la proposition de cet inconnu, qui doit être vraisemblablement l'homme à la BMW verte. Oui, ça semble en effet logique. Ouais. Et que répond Emanuela à sa sœur, alors? Manifestement, elle n'a pas l'intention de suivre son conseil. La preuve, c'est que vers 19 heures, une camarade de son lycée rejoint Emanuela. Et les deux filles attendent ensemble le mystérieux inconnu à la BMW verte. Ouais. Rendez-vous avait donc été pris. Apparemment, oui. Mais au bout d'une demi-heure, la copine abandonne Emanuela car il lui faut rentrer chez elle. Toutefois, avant de s'éloigner, elle voit alors Emanuela s'entretenir avec une femme qui ne sera jamais identifiée. Et ensuite, alors? Rien. Personne ne reverra la jeune fille. En tout cas, chez elle, on doit commencer à sérieusement s'inquiéter. Naturellement. Et comme la jeune fille n'a toujours pas reparu le lendemain matin, 23 juin, la sœur aînée de la fratrie, Natalina, prévient l'inspecteur de la sécurité publique du Vatican de la disparition de sa petite sœur. Notez que ce même jour, Jean-Paul II revient de son 2e voyage dans sa patrie natale. Ouais, la Pologne. Et ce 2e déplacement a considérablement agacé le Kremlin. Ouais, en raison du soutien que le pape apporte ouvertement aux dirigeants de Solidarność. Bien entendu, et Jean-Paul II n'a rien fait pour apaiser les soviétiques, bien au contraire. On a assisté à de gigantesques rassemblements plus politiques que religieux. Alors, autant vous dire qu'au Vatican, les esprits sont plutôt échauffés. On affirme même craindre un nouvel attentat contre le pape. Et la disparition de la petite Emanuela va ajouter à cette tension. Ouais. Et l'enquête? Elle va être menée simultanément par le Vatican et la justice italienne, puisque si Emanuela est une citoyenne de la cité papale, sa disparition a eu lieu sur le sol italien. Et disons-le tout de suite que la coopération, surtout du côté du Vatican, sera souvent difficile, à tel point que les magistrats italiens auront souvent l'impression qu'on leur fait des cachotteries. Le Vatican ne joue pas franc jeu? C'est ça. C'est d'autant plus vrai que les policiers et magistrats italiens n'ont pas le droit de travailler librement au Vatican, le territoire-État ayant seul le pouvoir d'enquêter sur les crimes se déroulant au Vatican et bien sûr de les juger. Oui, mais en l'occurrence, Emanuela a disparu hors de l'enceinte vaticane. Il n'empêche, la jeune fille est sujet du Vatican. En tout cas, je ne veux pas me répéter, il est exact que le Vatican n'a jamais facilité l'enquête. Les autorités de la cité papale se montreront de plus en plus réticentes à collaborer, allant même jusqu'à entraver certaines actions de la justice italienne. Par exemple, toutes les commissions rogatoires délivrées par la justice italienne seront systématiquement rejetées par le Vatican. Comme s'il ne voulait pas savoir. Ou qu'il redoutait la manifestation d'une vérité fort dérangeante. Que penser par exemple de cet appel téléphonique intercepté en octobre 1983 entre un anonyme appelé Chef et le numéro 2 de la police vaticane. Le premier donnant des ordres au second et lui enjoignant de ne rien dire de ce qu'il découvrira à la police italienne. Et qui aurait pu être ce chef-là? Mystère. Mais il y a aussi ce témoignage recueilli par une juge en février 1994. Elle entend alors un certain Parisi, préfet et directeur adjoint des services secrets italiens. Ce haut fonctionnaire déclare avoir rencontré quelques jours après la disparition d'Emanuela le patron d'Ercole et Orlandi, son père, et pourtant cette rencontre restera méconnue des services de police jusqu'à cette date. 1994 donc. Et Parisi de conclure en accusant aussi les autorités italiennes de complicité. Selon lui, les investigations sur l'affaire ont été polluées par les réticences conjuguées de l'État italien et du Saint-Siège.
Réticences qui sont parfois allées jusqu'à la désinformation, dont le but manifeste était d'égarer les enquêteurs. Ouais, d'accord, j'ai compris. Mais à quoi pense-t-on après la disparition de la petite Emanuela là, à un enlèvement? Oui, enfin, c'est la thèse privilégiée. Et le pape lui-même semble accréditer cette version. Le 3 juillet 83, depuis sa fenêtre donnant sur la place Saint-Pierre au moment de la prière de l'Angélus, il dit à peu près ceci. « Je souhaite dire aux parents d'Emmanuela à quel point je leur suis proche dans la douleur pour la disparition de leur fille. Mais pour autant, je ne perds pas espoir dans l'humanité de ceux qui en sont responsables. » Oui, alors ceux qui en sont responsables d'éventuels kidnappeurs. Oui, le souverain pontife laisse donc penser que la gamine a été réellement enlevée et qu'elle est encore vivante, alors que l'enquête en est toujours au point mort. Et à votre avis, là, le pape pourrait donc savoir quelque chose? C'est en tout cas l'impression que ça donne, à moins que délibérément Jean-Paul II n'essaie de dissimuler les véritables raisons de la disparition d'Emmanuela. Ah oui, mais pourquoi? Pour détourner l'attention d'un crime ou d'un accident inavouable qui aurait pu avoir lieu dans la cité même du Vatican. Ça vous semble crédible? Pas trop, non. Mais dans cette affaire embrouillée, tout semble possible, à défaut d'être crédible. Alors, d'autant que d'aucuns s'acharnent à semer le trouble. Mais à qui? Des correspondants anonymes qui téléphonent aux journaux, aux policiers ou même à la famille. Mais la plupart du temps, ces appels sont fantaisistes et n'apportent rien qui puisse faire progresser l'enquête. Pourtant, l'un de ces coups de fil va tout particulièrement retenir l'attention des enquêteurs, car il est beaucoup plus troublant que les autres. Hasard ou pas peu de temps avant l'affaire Emanuela, une autre jeune fille romaine du même âge, Mirella Gregori, a disparu. Extrait du livre de l'écrivain et journaliste Corrado Augias, L'histoire secrète du Vatican. Elle aussi a disparu quelques semaines auparavant, le 17 mai 1983. Les deux disparitions sont mises en relation par les chroniqueurs et on formule plusieurs hypothèses sur le double enlèvement. Une tentative de chantage pour libérer le tueur à gages turc, il s'agit d'Ali Aksa, la traite des blanches, les circuits de la prostitution, de lointains harems en Orient, etc. Cependant, les destins des deux jeunes filles diffèrent. Ils sont tout aussi dramatiques, mais pour des raisons différentes. C'est l'avis de la juge d'instruction Adèle Rando qui mène une longue enquête sur l'affaire. Dans son jugement de 1997, elle dit croire à l'instrumentalisation de la similitude entre les deux disparitions, vraisemblablement pour entraver l'investigation sur l'affaire d'Emanuela, la rendant encore plus inextricable. Alors ce coup de fil troublant, hein? Il est passé à la famille par un correspondant qui a un fort accent américain. Il fait entendre la voix d'une jeune fille déclinant son parcours scolaire et le nom de son lycée, et répété à plusieurs reprises. Emanuela? Ça y ressemble, même si les parents ne reconnaissent pas formellement la voix de leur fille. Et que veut ce correspondant? Il ne formule aucune revendication. On a simplement l'impression qu'il veut indiquer que la jeune fille est toujours vivante. En tout cas, cet appel, qui sera d'ailleurs renouvelé, a été jugé suffisamment intrigant pour que l'enregistrement de cette conversation soit confié aux services secrets italiens. Pour étude? Oui, et l'analyse de la voix de l'Américain, appelons-le ainsi, est particulièrement intéressante. Les spécialistes estiment que c'est la voix d'un homme d'un haut niveau culturel, sans doute appartenant à la communauté ecclésiastique ou y étant introduit, car il a une bonne connaissance du latin. Autre indication, les topographies de Rome et du Vatican lui sont familières. Ouais, alors par conséquent, on pense à un prélat étranger, peut-être américain? Et naturellement, on songe à Monseigneur Marcinkus, qui a été à la fois le garde du corps de Jean-Paul II et le patron de l'IOR, la banque du Vatican. Un prélat soupçonné d'être mêlé à de nombreuses affaires troubles. Et même des malversations financières en liaison avec la mafia. J'y reviendrai, car là se trouve peut-être l'une des clés de l'affaire Emanuela Orlandi. Ce qui par contre est totalement déroutant,
c'est qu'on ne comprend pas encore ce qui peut motiver l'Américain. Ouais, pour la famille, ça doit être éprouvant. Hein. Bah, bien entendu, car elle est soumise à une tension permanente. Aux phases d'espoir succèdent de terribles crises d'angoisse. En attendant, voyons la suite. Nouveau coup de fil. Encore un homme qui a un accent américain, mais la voix est plus jeune. L'appel est arrivé dans les bureaux d'une agence de presse, Lanza. Le mystérieux correspondant, qui prétend être le ravisseur, indique qu'un panier déposé près du Parlement contient les preuves attestant qu'Emanuela est bien entre ses mains. Et qu'y a-t-il dans ce panier? À l'intérieur, il y a une photocopie de la carte de l'école de musique d'Emanuela, un récépissé de paiement pour son inscription à un examen et un bout de papier portant la phrase manuscrite « De tout mon cœur, votre Emanuela ». Ces documents-là paraissent-ils authentiques? Oui, mais ils auraient pu être volés à l'adolescente, au lycée, par exemple. Toutefois, c'est vrai, il est tentant de penser qu'ils ont été envoyés par là ou les personnes qui ont enlevé Emanuela. Cependant, c'est la revendication qui accompagne cet envoi qui est la plus intéressante. Alors, une revendication pour la première fois. Hein. Alors, que veulent le ou les ravisseurs? Ils veulent échanger Emanuela contre Ali Aksa. Ah, c'est le Turc qui a blessé Jean-Paul II sur la place Saint-Pierre. Hein. En 1981. Hein. Oui. Et là, pour bien situer les choses, là, cette affaire du panier se produit quand? En juillet 83. Donc, un mois après la disparition d'Emmanuela. Est-ce que cette revendication là, est prise au sérieux? Le magistrat italien qui supervise l'enquête n'en est pas persuadé. Mais il est quand même obligé de tenir compte de cette piste. Et lorsqu'un autre correspondant, appartenant à ce mystérieux groupe, un type qui a, lui, un fort accent moyen-oriental, demande la mise en place d'une ligne téléphonique directe avec le secrétaire d'État du Vatican, on lui obéit. On comptera au moins une dizaine d'échanges téléphoniques, mais ça ne débouchera jamais. Ça n'était donc pas sérieux? Non, mais ça a permis de relancer ce qu'on a appelé la piste bulgare. Oui, les services secrets bulgares qui, travaillant pour le KGB, auraient fomenté l'attentat contre Jean-Paul II, Ali Aksa n'ayant été au fond qu'un exécutant, au sens propre. En effet. Par conséquent, les gens qui étaient persuadés que les services de l'Est étaient les véritables commanditaires de l'attentat contre le pape ont aussitôt prétendu que l'affaire Emanuela Orlandi ressortait d'une manipulation destinée à blanchir les Bulgares. Et là, il faut m'expliquer. Hein. C'est très simple. Pourquoi les prétendus ravisseurs demandent-ils la libération d'Aksa? Pour faire croire que l'attentat de 1981 relève du terrorisme international, Aksa étant membre d'une organisation politico-mafieuse, les Loups Gris. Ouais. Une affaire de terrorisme international, et par conséquent, les services de l'Est seraient absous. Oui, enfin, je sais ce que vous pensez, tout cela est un peu tiré par les cheveux. Mais c'est pourtant ce qu'ont essayé de démontrer certains journalistes, tandis que d'autres penchaient pour le KGB, comme Claire Sterling, qui avait le sentiment de puiser ses informations à la meilleure source, c'est-à-dire à la CIA. Oui, une journaliste américaine assez réputée. Hein. Et Ali Aksa lui-même, s'est-il exprimé depuis sa cellule? Oui, mais enfin, il faut prendre ces déclarations avec des pincettes parce que ce jeune homme, très certainement déséquilibré, n'a cessé de raconter des sornettes. Et bien sûr, de se contredire en permanence. Alors oui, il a parlé, une première fois. Il a déclaré qu'Emanuela avait été enlevée par ses camarades, les Loups Gris, en liaison avec les services secrets bulgares. Parenthèse, là, rappelez-moi. A-t-il reconnu, lui, avoir travaillé pour les Bulgares? Oui, mais ça a été aussitôt pour dire le contraire quelques jours plus tard. Ah oui. Alors, toujours en ce qui concerne Emanuela, il affirmera après sa libération que la jeune fille, après avoir été d'abord enfermée au Vatican, vivait désormais dans un couvent catholique quelque part en Europe de l'Est. Ouais, mensonge de plus, quoi. Aksa n'a-t-il pas aussi prétendu être le Christ réincarné? Bon, restons-en là avec ce personnage dérangé qui, il ne faut pas l'oublier, est également un vrai tueur. Car avant de tirer sur Jean-Paul II, il a assassiné un journaliste dans son pays. En tout cas, le mobile politico-terroriste est abandonné, là. Ah, mais il aura fallu 7 ans d'enquête pour en arriver là. Par contre, ce qui continue, ce sont les coups de téléphone à la famille ou à la police. En 1994, de mystérieux correspondants qui ont l'accent des Pouilles téléphonent à l'avocat des Orlandi. Emanuela serait détenue par des malfrats de la région en cheville avec la Camorra napolitaine. Ils ajoutent
qu'elle aurait eu un enfant en captivité. Et ensuite, un mémorandum est envoyé au Vatican. Il est demandé 40 milliards de lire, soit 18 millions d'euros d'aujourd'hui, pour obtenir la libération de la jeune femme. Mais dans ces cas-là, ce genre de revendication, là, les ravisseurs produisent une preuve indiquant que leur otage est en vie. Hein. Mais là, rien. Cependant, quelques mois plus tard, en 1995, un journal publie l'interview d'un prélat dépouille, un certain Don Intizo. Cet ecclésiastique affirme servir de médiateur entre la bande de malfrats et la famille. Mais ça semble bizarre, d'autant que le Vatican dément toute ouverture de négociation. Les policiers s'intéressent donc à Intizo, l'interrogent et établissent rapidement qu'il s'agit d'une tentative d'escroquerie. Le prélat, un ami avocat et un repris de justice étaient les auteurs des appels anonymes. Ça signifie en tout cas que presque 12 ans après la disparition d'Emmanuela, l'affaire n'avait pas vraiment quitté l'actualité. Et je peux vous dire que c'est encore vrai aujourd'hui, parce que l'affaire va encore connaître de nouveaux développements. Vous avez entendu parler de la bande de la Magliana ? Oui, j'ai lu l'ouvrage du magistrat Giancarlo De Cataldo, l'auteur de Romanzo Criminale. Vous savez donc que cette bande de mafieux néofascistes, qui entretenait d'excellents rapports avec les services de renseignement militaires italiens... Auxquels il pouvait parfois servir d'homme de main, d'ailleurs. C'est exact. Donc cette bande a mis Rome en coupe réglée pendant les années 70 et 80, comme jamais encore un réseau criminel ne l'avait réalisé. Eh bien, on va apprendre qu'elle pourrait être mêlée à l'enlèvement d'Emmanuela Orlandi. Rendez-vous avec X. Quelques précisions sur cette bande de la Magliana, du nom du quartier de Rome où ont grandi les criminels de ce groupe, présentés comme la plus féroce agence du crime. Je les ai trouvés dans un article de Libération paru en août 2011. Je cite. « Cette poignée de truands sans repère, associés à des brutes sans pitié, va se propulser en holding criminel, en anti-État, selon les mots des magistrats qui les ont poursuivis. Dans leur sillage, la blanche et les millions de lire coulent à flot. Les cadavres se ramassent à la pelle, leurs exactions alimentent la chronique de l'Italie opaque des années de plomb. Ils sont jeunes et ils flambent. Ils savourent les bluettes du chanteur Franco Califano et s'inventent des surnoms comme on dégaine des états de service, le killer, le président, mais aussi Gros Moustique, le lapin ou encore Acatone, en hommage aux ragazzi des faubourgs de Rome, chers à Pasolini. Ils abordent Rolex et lunettes de soleil, se partagent femmes dévouées et maîtresses cachées, roulent en grosses cylindrées, complotent avec l'extrême droite et se font manipuler par les services secrets. Chez eux, l'argent est loi. La conquête du pouvoir est un besoin et la mort un horizon pas toujours lointain. C'est l'histoire d'une bande de Romains qui va s'emparer de Rome, résume Giancarlo De Cataldo, le magistrat et romancier qui a retracé leur épopée sanglante dans Romanzo Criminale. En 2005, lors d'une émission télévisée du style de Notre feu perdu de vue, un téléspectateur anonyme appelle pour affirmer que le mystère Orlandi serait résolu si on ouvrait la tombe de De Pedis. De Pedis, là, qui est-ce Connu aussi par son surnom Renatino. Enrico De Pedis était l'un des chefs de la bande de la Magliana. Il a été assassiné par un gang rival en février 1990. Ça, c'est banal. Hein. Oui, mais ce qui l'est moins, c'est l'endroit où ce gangster accusé de plusieurs assassinats est inhumé. Alors, où ? Dans une des cryptes de la basilique Saint-Apollinaire de Rome, qui est la propriété de l'Opus Dei. Or, le droit canon interdit les sépultures dans les églises et ne fait exception que pour le souverain pontife ou bien, dans leurs propres églises, pour les cardinaux ou évêques émérites du diocèse. Alors, mais que s'est-il passé pour que... Eh bien, tout de suite après la diffusion de l'émission Mon Enquête. Et l'on découvre que c'est le cardinal Ugo Poletti, alors vicaire de Rome, qui a autorisé l'inhumation de ce criminel dans Saint-Apollinaire, contre la somme assez coquette de 450 000 euros versée par la famille du mafieux. Ah, je comprends mieux, là. Il faut ajouter que le cardinal avait été sollicité par Pietro Vergari, recteur de Saint-Apollinaire et ancien aumônier de la prison romaine Regina Coeli.
où avait été emprisonné un temps De Pedis. Ouais. Alors, comment cet ecclésiastique a-t-il justifié sa demande? Enrico de Pedis aurait été un grand bienfaiteur des paroissiens les plus pauvres de la basilique. Et sa famille avait promis de poursuivre ses œuvres de charité. Bref, l'assassin avait du cœur. Mais le rapport entre la tombe de Pédis et Emanuela Orlandi? Pour savoir, il faudrait ouvrir ce tombeau. Et ce n'est pas si simple. 5 ans après l'émission télévisée, un dirigeant du Parti démocrate et ancien maire de Rome, Walter Veltroni, rue dans les brancards. Dans une lettre ouverte, il demande que la dépouille du mafieux soit enlevée de la basilique Saint-Apollinaire, car l'Église doit mettre sa parole en accord avec ses actes. La veille, Benoît XVI a en effet rendu un hommage inédit aux juges Falcone et Borsellino, assassinés par la mafia. Ouais, et à l'occasion de ce déménagement de cercueil, on pourrait ainsi découvrir ce qu'il y a dans le tombeau. C'est évident. Réponse du Vatican? 2 ans plus tard, en 2012 donc, le Saint-Siège affirme qu'il ne s'opposerait pas à l'exhumation du corps de Pédis. Oui, c'est une façon contournée de dire oui, quoi. Par conséquent, au mois de mai 2012, la police scientifique ouvre la tombe de Pédis. Un seul corps est trouvé, relativement bien conservé, celui du mafieux. Déception, donc. Oui, parce qu'on espérait sans trop y croire qu'on découvrirait les restes d'Emanuela. Pourtant, malgré cet échec, 4 mois plus tard, Don Pietro Vergari, l'ancien recteur de la basilique, est mis en examen pour complicité dans l'enlèvement d'Emanuela. C'est donc qu'on a quelque chose de sérieux à lui reprocher. Oui, mais on n'en saura guère plus. Seule indication troublante, la directrice du chœur de l'église Saint-Apollinaire, sœur Dolores, affirme qu'elle se méfiait de Don Pietro Vergari et qu'elle conseillait aux jeunes filles de l'éviter. Ouais. L'auteur du coup de fil anonyme l'a passé au cours de l'émission de télévision voulait donc qu'on s'intéresse à cet ecclésiastique. Et plus généralement au lien entre la bande de la Magliana avec l'Église. Entre-temps, l'enquête sur la disparition d'Emanuela a connu une brusque accélération. Et l'on va reparler de Pédis. Mais il me faut revenir un peu en arrière. En 2008, une ancienne petite amie du malfrat, Sabrina Minardi, se met à table. Elle déclare qu'elle a rencontré De Pédis au printemps 1982. Ce dernier se présentait alors comme directeur d'une chaîne de supermarchés. Les 2 amants vivent alors la grande vie, luxe, alcool et cocaïne à gogo. Ouais, elle ne pouvait donc ignorer qui était en réalité son amant. Évidemment. Alors, en ce qui concerne Emmanuela, voici ce qu'elle raconte. Quelques jours après la disparition de la jeune fille, elle la découvre à l'arrière de sa voiture où des Pédis viennent de la faire monter de force. Sabrina dit ensuite qu'Emanuela aurait été transférée à bord d'une Mercedes comportant des plaques de la Cité du Vatican où l'attendait un homme habillé en prêtre. Et dans quel état se trouvait la jeune fille? D'après Sabrina, Emanuela s'exprimait avec difficulté et ne semblait pas lucide. Droguée? C'est l'impression qu'elle a eue. Emanuela aurait été retenue dans une maison du quartier Monteverde, dotée d'un grand sous-sol. Quelques mois plus tard, Sabrina raconte que son amant l'a conduit en voiture sur le chantier d'un vaste projet immobilier près de Rome. Ils sont rejoints par l'un des fidèles lieutenants de Pédis qui arrive à bord de sa propre auto. Cet homme sort des sacs de son coffre et les jette dans une bétonnière. Et qu'aurait contenu ces sacs? Selon Sabrina, c'était le corps découpé de la jeune fille. De Pédis en personne le lui aurait avoué. Ce récit est-il crédible? La police a perquisitionné la maison décrite par Sabrina. L'intérieur correspondait parfaitement à la description qu'elle en avait faite. Un complice de Pédis a par ailleurs raconté qu'il connaissait bien l'existence de cette maison au grand sous-sol et qui était utilisée comme planque par les membres de la bande. Par contre, ce même homme a nié que De Pédis ait pu être impliqué dans l'enlèvement, Orlandi. Pourtant, la police a procédé à une autre vérification troublante. De quoi s'est-il agi, là? Les enquêteurs ont comparé le portrait ornant la somptueuse sépulture du mafieux à Saint-Apollinaire avec le portrait robot de l'homme à la BMW verte aperçu avec Emanuela le jour de sa disparition. Portrait robot établi grâce aux 2 témoins oculaires. Ça, les 2 policiers de garde devant le Sénat, là. Alors, résultat? La ressemblance est frappante.
Est-ce que cette Sabrina là, a pu expliquer pourquoi son amant a joué un rôle majeur dans l'enlèvement d'Emanuela? Oui, c'est ce qu'elle a confié aux enquêteurs. L'enlèvement, puis le meurtre de la jeune fille, aurait été une sorte d'avertissement adressé au Vatican. Ouais, mais un avertissement lancé par qui? La mafia. Ouais, et pour quelle raison? L'organisation criminelle désirait rappeler au Vatican, et particulièrement à son banquier, l'archevêque Marcinkus, qu'il leur fallait rembourser leurs dettes. Quelle dette, là? La mafia aurait placé d'importantes sommes au Banco Ambrosiano, un établissement financier étroitement lié à l'IOR, la banque du Vatican. Oui, c'est une façon de blanchir l'argent du crime, quoi. Or, à cause de la banqueroute de l'Ambrosiano, ces sommes ont purement et simplement disparu. Ce que n'acceptent pas les dirigeants de la mafia. Je vous rappelle que le patron du Banco Ambrosiano, Roberto Calvi, a été retrouvé pendu sous un pont de Londres. Une mesure de représailles de la mafia, hein. Sans doute. À moins qu'on ait voulu faire taire ce banquier qui menaçait de révéler où étaient passées les sommes disparues. Et on sait exactement où elles ont disparu? L'hypothèse généralement admise est que cet argent a servi à financer les opérations occultes anticommunistes du Vatican en Europe de l'Est et même en Amérique du Sud. Avec l'argent de la mafia, donc. Oui, la mafia qui n'était nullement effarouchée par ce genre d'action, mais qui voulait quand même ne pas y perdre trop d'argent. Et selon certaines sources, De Pedis aurait été lui-même créditeur de la Banque du Vatican, mais il aurait finalement passé l'éponge à condition d'être enterré dans la prestigieuse basilique Saint-Apollinaire. Ouais, moi, j'y crois pas trop, moi. Comme j'ai du mal à croire que l'enlèvement d'une jeune fille ait pu suffire à obtenir de l'IOR qu'il rembourse ses dettes. Bon, je suis vraiment d'accord avec vous, mais Emmanuela aurait pu être une victime de substitution. Une substitution, ça veut dire quoi, ça? En 2009, on a annoncé la mort de l'ancien chef des services de sécurité du Vatican, Camillo Sibin, l'ange gardien du pape, comme on l'a appelé. L'ange gardien du pape? Oui, parce qu'il était présent lors de la tentative d'assassinat de Jean-Paul II en 1981, et c'est lui qui a poursuivi et capturé Ali Aqsa, juste après son geste. De même, l'année suivante, il a intercepté un autre tueur, un curé intégriste espagnol, qui avait tenté de frapper le pape avec une arme blanche lors de son pèlerinage à Fatima. Or, à l'occasion de la mort de Sibin, on a appris que son épouse et sa fille avaient été suivies pendant plusieurs jours, avant le 22 juin 1983. Donc avant la disparition d'Emanuela. Mais Sibin a été informé à temps du danger qu'elle courait et discrètement, il a mis sa famille à l'abri. Et à défaut alors de s'en prendre à la famille de ce très proche du pape, les ravisseurs auraient choisi une autre victime, Emmanuela? L'essentiel pour eux étant de s'en prendre à quelqu'un du Vatican. Autre hypothèse, car cette affaire n'en manque pas. Selon un indicateur de la police italienne, Emanuela Orlandi aurait été kidnappée pour faire taire son père, Ercole. Quel secret ce brave homme possédait-il donc? Orlandi, je vous le rappelle, était chargé de distribuer le courrier au Vatican. Ça lui aurait permis de découvrir des documents très sensibles sur les rapports liant Roberto Calvi, appelé aussi le banquier de Dieu, avec la mafia. En enlevant sa fille, on était sûr qu'il se tairait. Ouais. Une nouvelle fois, je doute. Alors écoutez encore ceci. En avril 1998, soit un mois avant le meurtre d'Aloïs Estermann, le commandant de la garde suisse. Assassiné par l'un de ces jeunes gardes. Et ce fait divers n'a jamais vraiment été élucidé. Donc, un mois avant cette tragédie, des dossiers ont disparu du coffre du colonel des gardes suisses, dont celui sur la disparition d'Emanuela Orlandi. Étrange, non? Enfin, je suis sûr que la vérité se trouve quelque part dans les archives de l'IOR, où malgré la volonté du pape, le ménage n'a toujours pas été fait. La preuve, c'est que son patron, Ettore Gotti Tedeschi, chargé justement par Benoît XVI de mettre fin aux pratiques opaques de la banque, a été prestement limogé en mai de l'an dernier. Je vous rappelle le titre de l'ouvrage de Corrado Augias Rich, de révélations sur l'affaire Orlandi, l'histoire secrète du Vatican.